Ça y est, les amis. Après une année entière sans cinéma, fermé à cause du fléau qui nous est tombé dessus, nos salles obscures préférées ont commencé à rouvrir. D'abord en France et, depuis cette semaine, en Belgique également, pour notre plus grand bonheur. Et forcément, les films que nous attendions depuis déjà un bout de temps commencent à se bousculer à l'affiche, désireux de rattraper tout le temps qu'ils ont perdu. Et parmi toutes ces œuvres, il y a bien entendu quelques films d'horreur qui sont ou vont arriver, dont les plus grosses productions horrifiques de l'année, voire même peut-être des 2 dernières années, vu à quel point les calendriers ont été bousculés. Mais comprenez-moi bien, s'il y a bien un genre qui a continué à vivre malgré la fin du monde, c'est bien celui de l'horreur, pour le meilleur et bien souvent le pire. Plus gros producteurs de direct-to-video divers, tous les grands fans de cinéma horrifique ont pu avoir leur dose de nouveautés grâce aux différentes plateformes de VOD, festivals en ligne ou même sorties DVD Blu-ray. Cela aura été l'occasion de découvrir certains gros titres, mine de rien, même si la qualité était, comme bien souvent, assez aléatoire. Or, nous avons maintenant l'un des films d'horreur les plus attendus du grand public qui vient tout juste de sortir. Une super production, un blockbuster horrifique, 3e épisode de la saga principale d'un univers étendu qui passionne surtout les adolescents, mais qui, à chaque sortie, déchaîne les passions en tout genre. Voyons voir si, après un changement de réalisateur plutôt effrayant, le retour de la saga en question méritait qu'on l'attende aussi longtemps. Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque consacrée à Conjuring 3 sous l'emprise du diable. Car oui, après à peu près un an de retard, le 3e volet des aventures du couple Warren sort donc en salle, mais sans son créateur et réalisateur d'origine, James Wan, qui a passé la main à l'un de ses poulains. Michael Chavez, à qui l'on doit The Curse of La Llorona, épisode oubliable du plus en plus gigantesque Conjuring verse. Autant dire que j'étais un petit peu perplexe devant ce passage de flambeau, pas du tout convaincu par les capacités de Chavez à reprendre le bébé de James Wan. Mais d'un autre côté, j'étais curieux de voir ce qu'un autre cinéaste pouvait apporter à la franchise et j'espérais qu'on n'assisterait pas à une perte de qualité comme pour Insidious ou Saw. Nous verrons cela ensemble. Comme pour les 2 précédents films, ce 3e volet adapte l'un des fameux dossiers Warren, ces prétendues histoires vraies auxquelles le célèbre couple aurait été confronté au cours de leur vie. Et si vous voulez en savoir plus, je vous conseille les excellentes chaînes Occulture et Syl Artichaut, car moi, je ne vais pas vraiment m'attarder sur les comparaisons entre l'adaptation et les faits réels, entre de gros guillemets. Bref, cette fois, après les événements d'Amityville et d'Enfield de l'épisode précédent, c'est du célèbre procès du démon qu'il s'agit, un événement fascinant puisqu'il s'agit du procès de Arne Johnson, qui plaida à la possession démoniaque au tribunal alors qu'il était accusé de meurtre. Le film va donc nous faire suivre le couple Warren alors que celui-ci tente de prouver qu'effectivement, lors des faits, il était sous l'emprise d'un démon, qui semblerait ne pas agir de son propre chef, d'ailleurs. J'essaierai de ne pas en dire beaucoup plus sur l'intrigue, étant donné que le film est en ce moment même à l'affiche, mais je risque de revenir durant la vidéo sur certains détails. Rien de bien méchant, mais soyez prévenus. Comme pour les films précédents, le film s'ouvre directement avec une enquête des Warren qui va permettre pas mal d'action. L'exorcisme du petit David, beau-frère de Arne Johnson. Et là, directement, on peut constater que ce n'est plus James Wan à la réalisation. Tout de suite, le sensationnalisme nous saute au visage, des effets spéciaux numériques à foison et pas toujours très jolis viennent nous picoter la rétine, bien triste devant si peu de subtilité. La tension et le suspense ne sont pas de mise, mais sont remplacés par de la pure action, et franchement, on a vraiment l'impression que cette scène d'introduction repompe absolument tous les clichés du film d'exorcisme des 10 dernières années, et ce, sans la moindre honte, en profitant simplement d'un budget plus conséquent que ce genre de production, bien souvent famélique, pour proposer tout un tas d'effets plus pétés les uns que les autres. Malheureusement, ça ne marche pas vraiment, ça fait trop et l'émotion, quelle qu'elle soit, n'est pas au rendez-vous. Pourtant, durant les premières secondes, il y avait 2-3 détails qui surent susciter mon intérêt et auguraient de belles choses. Déjà, on a cet hommage flagrant à l'exorciste de Friedkin avec l'arrivée du prêtre en taxi, un clin d'œil élégant qui fait également écho à l'introduction du Conjuring précédent. Bah oui, quand Wan choisit de commencer le 2e volet avec les événements d'Amityville, c'est d'une part pour profiter de l'une des enquêtes les plus célèbres des Warren, connue de tous, mais c'est également un clin d'œil à l'une des sagas les plus conséquentes de l'histoire du cinéma d'horreur. D'autant que, par la suite, l'espace de quelques minutes, Wan se rapproprie à la fois les événements dits réels et ce que les films en ont fait à travers l'histoire pour livrer quelque chose
chose de nouveau qui porte sa signature. Une très belle idée et l'un de mes passages préférés de Conjuring 2, sans aucun doute, tout en lenteur, en finesse, en émotion. Ici, l'idée de base était bonne et commençait bien, mais là où Wan proposait une vision assez originale et quelques bonnes idées de mise en scène dans sa relecture de faits connus, ici, Chavez nous offre juste un copier-coller d'exorcisme de série B, bien loin du classique maîtrisé de Friedkin. Et c'est là qu'on se rend compte que depuis 1973, le sous-genre du film d'exorcisme n'a pas inventé grand-chose et ne fait que recycler ce que Friedkin a créé en rajoutant toujours plus d'effets spéciaux et d'action pour donner l'impression d'avoir une valeur ajoutée, alors qu'en fait, on y perd toute tension et angoisse. Et malheureusement, de bonnes idées qui finissent en pétard mouillé, le film en est bourré. Il y a pas mal de scènes qui commencent super bien avec une mise en scène inventive, quelque chose de frais et de captivant, pour terminer bien souvent en jumpscare à la con, de type La Nonne par exemple, et qui en plus présentent très souvent des CGI qui m'ont paru douteux et qui font tout sauf peur. Voilà donc la principale déception de ce troisième Conjuring. Il n'a pas du tout l'intensité et ne dégage absolument pas la tension de ceux de James Wan. Qu'on l'aime ou non, Wan sait pertinemment comment utiliser le jumpscare, ce ressort un petit peu facile et que le grand public aime encore bien lorsqu'il se déplace au cinéma, pour créer de la véritable tension. Chez lui, les scènes tirent atrocement en longueur, le temps semble se ralentir grâce aux mouvements très lents des caméras et à ceux des acteurs, mais également aux musiques qui accompagnent toujours parfaitement ces moments d'angoisse, et le spectateur reste dans l'attente de ce point culminant, ce jumpscare qui viendrait clôturer ce suspense insoutenable. Sauf que, très souvent, ce jumpscare n'arrive même jamais. Il arrive donc ainsi à utiliser cette habitude du spectateur pour jouer avec ses nerfs et créer de la véritable tension. Chez Chavez, c'est l'école Blumhouse, un petit peu comme chez Corinne Hardy, réalisateur de La Nonne. Une scène d'angoisse commence, on la reconnaît grâce à la musique effrayante qui commence, et à chaque fois, c'est un petit peu le même procédé. La mise en scène est choisie pour attirer le regard des spectateurs sur des points précis, afin de le surprendre après en faisant surgir le jumpscare d'un autre point, souvent opposé à celui qu'on était en train de naïvement regarder. Sauf que cette tactique, un petit peu putassière, peu imaginative, ne crée pas de tension ni de suspense. Au mieux, elle crée un sursaut durant une demi-seconde, mais dès que le spectateur a compris le truc, ce qui est normalement fait depuis 10 ans maintenant, ça ne prend plus du tout. Surtout, encore une fois, quand le jumpscare en question est réduit à sa forme la plus basique, un gros bout avec un élément qui surgit soudainement au premier plan. Bref, il y a bien entendu quelques jumpscares un petit peu faciles dans les autres Conjuring également, mais James Wan avait l'intelligence de jongler avec toutes les ficelles qu'il maîtrisait, là où Chavez s'en mêle dedans et ne propose rien de bien fou à ce niveau. D'autant que, encore une fois, certains débuts de scène étaient prometteurs. Lorsque Blondie chante Call Me dans des enceintes au son déformé, que la lumière très particulière nous donne soudainement l'impression que nous assistons à une sorte de clip des enfers, j'ai naïvement cru, l'espace de quelques secondes, que j'allais avoir droit à une scène particulière, un vent de fraîcheur dans un film jusqu'ici bien fade. Et malheureusement, ça s'est à nouveau transformé en jumpscare naze. Et quand je vous disais que le film proposait un chouette clin d'œil à l'Exorciste qui se transforme après en plagiat de tous ceux qui avaient précédemment eux-mêmes déjà plagié l'Exorciste, c'est une logique qui se répétera durant tout le film avec de multiples références aux œuvres horrifiques cultes ou à celles qui ont marqué Hollywood ces dernières années, du Shining notamment ou du Ça, avec les scènes de ce gros cadavre au pas lourd qui m'ont rappelé celles de la grand-mère monstrueuse dans le deuxième volet de Muschietti. Mais ce n'est plus du clin d'œil, c'est de l'inspiration pure et dure et de l'inspiration peu inspirée, si je puis me permettre. Des inspirations qui, en plus, ne s'arrêtent pas là. Le film s'éloigne un petit peu de l'épouvante pure et dure de ses deux prédécesseurs pour se diriger un petit peu plus vers une espèce de thriller horrifique et policier, notamment à cause de l'enquête des Warren. En soi, pourquoi pas, mais on sent que tous ces passages sont beaucoup inspirés également d'autres œuvres, et notamment certaines séries à la mode de ces dernières années comme Mindhunter. Oui, ce troisième volet de Conjuring m'a énormément fait penser à la série de ce cher Fincher. Sa photographie, son contexte temporel et cette volonté de bien montrer que l'intrigue est ancrée dans les États-Unis au début des années 80, son côté enquête policière en plus du milieu carcéral, la filiation m'a paru évidente tout du long. Sans compter quelques tentatives de faire référence au cinéma de grands réalisateurs comme Scorsese, avec des plans séquences musicaux qui rappellent irrémédiablement le bonhomme sans pour autant atteindre sa classe. On reste donc dans de l'inspiration ou du clin d'œil bas de gamme qui peut faire sourire mais sans plus. Ce qui est triste, c'est qu'avec tout ça, le film peine à se dessiner sa propre personnalité. À force de bouffer à tous les râteliers, il perd même cette aura particulière qu'avaient ses deux prédécesseurs et finit par n'être qu'une sorte de bouillie, une compilation de tout un tas de références sans saveur. Oui, c'est dur.
Pourtant, encore une fois, il y avait de l'idée à proposer le film sous la forme d'une enquête. Conjuring 3 aurait pu présenter une intrigue plus terre-à-terre, moins fantastique, et traiter le sujet plus sérieusement et subtilement, histoire de peut-être réussir à faire croire aux spectateurs que oui, tout ça est vrai, et que oui, peut-être qu'il y a vraiment eu possession démoniaque dans la vraie vie véritable. Au lieu de cela, nous avons peut-être ici le Conjuring qui propose le plus d'éléments surnaturels grossiers, du fantastique pur et dur, qui multiplie les apparitions fracassantes de démons, à tel point que c'est à se demander comment, après une telle affaire, toute la planète n'est pas convaincue de leur existence. Il y a donc quelque chose de contradictoire dans ce film qui, d'un côté, se veut réaliste au possible et de l'autre se sabote lui-même en se transformant finalement en vulgaire train fantôme qui cherche à faire peur aux spectateurs avec de gros sabots et gâche donc toute tentative de brouillage de piste ou d'entretenir le flou. Occasion manquée, encore une fois. À côté de ça, il y avait aussi quelque chose d'intéressant à exploiter avec ce nouvel antagoniste. Le démon est en fait manipulé par un individu humain qui cherche à atteindre d'autres humains en l'utilisant. Un individu qui, à plus d'un titre, aurait pu être un miroir des Warren, connaisseur autant qu'eux des pratiques occultes et de la démonologie, mais qui a suivi un chemin très différent, opposé au leur. Un individu dont la structure familiale aurait pu également être comparée à la leur, et le film aurait pu tirer quelque chose de bien plus profond de cet affrontement, de cette opposition entre deux forces qui, finalement, se ressemblent énormément. Et devinez quoi? Eh bien, c'était également un pétard mouillé. Forcément, c'est juste grosso modo les gentils contre le méchant, le film ne s'attarde pas plus que ça sur les ressemblances entre les deux forces, dont les affrontements ressemblent d'ailleurs plus à ceux d'un film de super-héros ou d'un slasher surnaturel que ceux d'un bon film d'épouvante, d'ailleurs, même si c'était déjà un peu l'une des tares du deuxième volet. De plus, cet affrontement se transformera donc en combat final sans aucune saveur, duquel l'amour entre les Warren triomphera de façon cliché et surtout expéditive, tellement simple que ça réduira instantanément l'ampleur de la menace et mettra tristement en avant le manque de personnalité d'un antagoniste qui aurait pu proposer tellement plus, être tellement plus riche, avoir tellement plus de présence que cette espèce d'épouvantail auquel nous avons eu droit ici et qui n'est absolument pas exploité comme il l'aurait mérité. Tout cela nous donne une fin qui soulève un certain nombre de questions dont la plupart sont éludées par ce texte de fin qui nous résumera le sort de chaque personnage, mécanique toujours aussi cliché de ces films qui veulent nous rappeler que l'histoire à laquelle nous venons d'assister est vraie de vrai, et ce, malgré les dizaines d'apparitions surnaturelles de démons et leurs actions lourdes de conséquences dans notre monde, qui, je le rappelle, ne souffrent d'aucun doute. Rappelons-le, mais les Warren enquêtent à propos d'un meurtrier. Le film montrera irrémédiablement qu'il agit sous une influence occulte, et c'est très dommage à nouveau de ne pas essayer d'être un minimum ambigu, ne serait-ce que par respect de ce qu'ils appellent à plusieurs reprises une histoire vraie. Oui, vous l'aurez compris, mais ce manque de subtilité dans la façon d'utiliser le surnaturel et de mélanger fiction et histoire vraie m'a un petit peu tapé sur le système. C'est un peu le seul argument de vente de ce Conjuring 3, ça et le fait d'être le troisième volet d'une franchise à succès, bien sûr. Et du coup, il essaye de tirer profit au maximum de ses forces, qui sont assez maigres. C'est un Conjuring tiré d'une histoire vraie, et nous avons les Warren aux acteurs toujours bons et qu'on prend plaisir à retrouver. Et franchement, ça s'arrête pour ainsi dire là. Oui, Conjuring 3 est une cruelle déception. Ce n'est certes pas le plus mauvais film d'horreur que j'ai vu cette année, j'en ai vu des purges bien plus terribles, croyez-moi. Mais Conjuring a 50 fois minimum le budget de ces purges, profite du succès d'une saga bien assise, qui fait partie des films d'horreur les plus attendus du grand public ces dernières années, et proposer aussi peu de qualité lorsqu'on a un tel statut, ça me dépasse complètement. Oui, j'ai apprécié certaines scènes, certains personnages. Les musiques sont toujours aussi bien, l'univers me plaît toujours autant. La photographie, même si elle me rappelle des tas d'autres œuvres, fonctionne bien sur moi, et techniquement, mis à part des effets spéciaux trop marqués et qui me sortent systématiquement de mon visionnage, c'est de très bonne facture. Mais en termes de mise en scène, c'est d'une platitude abyssale, aucun style particulier, aucune personnalité dans les choix de plans ou dans les mouvements de caméra, on enchaîne juste les plans de façon machinale en mettant des musiques qui font peur et des jumpscares quand on veut que le spectateur lambda saute sur son siège. J'ai même l'impression que Chavez a tenté plus de choses avec The Curse of La Llorona, que j'ai plus ou moins détesté et qui était déjà formaté au possible, mais qui proposait tout de même une ou deux scènes sympas, comme celle des parapluies pour ne citer qu'elle. Ici, il m'est vraiment difficile de ressortir une scène qui m'est marquée dans le bon sens, tant tout m'a paru banal et bancal. En termes de scénario, on a quelques bonnes idées, mais qui débouchent quasiment toujours sur du vide et laissent chacune un arrière-goût amer, puis tout se devine tellement facilement. Il n'y a quasiment aucun
aucun enjeu vu que l'innocence de notre meurtrier ne fait jamais aucun doute. Les deux seuls éléments du film qui maintiennent notre intérêt sont l'identité de l'antagoniste qui, comme je l'ai dit plus tôt, n'est finalement presque pas utilisé et donc est décevant, ainsi que la course à la montre de devoir résoudre l'affaire avant que Arne Johnson ne soit tué par la malédiction qui frappe sur lui. On ne parlera pas des multiples incohérences ou facilités scénaristiques, de toutes ces scènes dans une prison où on semble laisser les détenus faire ce qu'ils veulent et rester des heures jusqu'à la nuit tombée avec leur fiancé s'ils le désirent, où on laisse des prêtres organiser des exorcismes sans même les faire surveiller par des gardiens. On passera sur ces éléments évidents du scénario sur lesquels on revient plusieurs fois, comme un certain médicament dont on devine dès les premières minutes l'incidence sur l'intrigue. Bref, ce Conjuring 3 est parsemé de tout un tas d'erreurs grossières qui m'ont empêché de profiter de ces quelques qualités. Désolé pour la mauvaise humeur, mais encore une fois, nous avons une preuve que l'argent ne remplacera pas le talent d'un bon réalisateur, et que les franchises à rallonge n'existent malheureusement jamais pour assouvir des ambitions artistiques ou explorer de nouveaux territoires. Et c'est bien triste. Donc oui, à mes yeux, Conjuring marche bien sur les traces d'Inside Use. Quoi? Comment ça je suis le dernier à m'en rendre compte? Que voulez-vous? J'essaye d'être toujours optimiste, même au cœur de l'enfer. Et voilà, c'est déjà la fin de cette critique glauque et j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.